Je suis Christian Page. Qu'arrive-t-il lorsque l'occulte alimente les pires fantasmes meurtriers? Bienvenue dans Crimes occultes. Les religions se plaisent à réduire le monde à un univers manichéen. D'un côté les bons et de l'autre les méchants. Et pour imager cette dualité, sinon cette rivalité, elles ont proposé des joueurs. L'un d'eux, plus que tous les autres, est devenu le bouc émissaire des plus terribles exactions de l'histoire. On l'a accusé des pires maux, condamné au pire châtiment. Son nom est devenu l'incarnation du mal et, paradoxalement, Hollywood en a fait une star. Pour certains, il est l'ennemi ultime de l'humanité. Pour d'autres, il est un modèle, sinon un maître. Il est le diable. La ville de La Ronge se trouve à quelques 250 km au nord de Prince Albert, sur les rives du lac du même nom, en Saskatchewan. La population, en majorité crie, s'élève à 5000 habitants, en incluant les communautés autochtones des environs. Rien ne préparait les habitants de La Ronge aux événements de l'été 1995. Le dimanche 9 juillet, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, le détachement de La Ronge, sont informés qu'un gamin de 7 ans, Jonathan Timpson, manque à l'appel. L'enfant a quitté le domicile familial la veille au matin. Depuis, on est sans nouvelles. Comme le jeune Timpson a l'habitude d'aller dormir chez sa grand-mère sans prévenir, sa mère ne s'est pas trop inquiétée, jusqu'à ce qu'elle apprenne de la bouche de l'aïeul qu'elle non plus n'avait pas vu l'enfant. Aussitôt, les agents organisent des battues. Des avis de disparition sont distribués dans les commerces et les lieux publics. Des groupes de bénévoles proposent de faire du porte-à-porte et de fouiller les boisés des alentours. La mère du jeune Timpson a notamment expliqué que son fils allait parfois en forêt pour se construire des bivouacs. L'enfant se serait-il perdu dans les bois? De son côté, le caporal Len Carlson, responsable de l'enquête, s'efforce de retracer les derniers faits et gestes connus du disparu. Il apprend bientôt que le jeune Timpson a été vu pour la dernière fois jouant au baseball à l'arrière de la maison de Sandy Charles, un adolescent de 14 ans. Interrogé, Charles confirme effectivement que lui et son ami William Martin, âgé de 8 ans, ont joué avec le jeune Timpson la veille. Mais, dit-il, le jeu a tourné à la dispute et Timpson est reparti. À ce moment-là, il devait être entre 15h et 15h30, précise Sandy Charles. Il ne l'a pas revu ensuite. Le lundi 10 juillet, les recherches reprennent à l'aube. Le périmètre des fouilles est élargi. Des bénévoles remontent sur plusieurs kilomètres les rives du lac La Ronge. Hélas, sans succès. Plus les heures s'égrènent, plus les chances de retrouver le jeune Timpson sain et sauf s'amenuisent. Il faut savoir que dans cette région du nord de la Saskatchewan, les nuits restent fraîches, même en juillet. Rien de très rassurant lorsque la vie d'un gamin de 7 ans est en jeu. Au poste de la GRC, les agents commencent à envisager l'hypothèse d'une noyade. Et si le petit Timpson est mort dans les eaux du lac La Ronge, son corps pourrait bien ne jamais être retrouvé. Le mardi 11 juillet, les autorités donnent rendez-vous à tous les bénévoles au centre communautaire de La Ronge. Parmi eux se trouvent Sandy Charles et son ami William Martin, les deux dernières personnes à avoir vu le jeune Timpson. L'agent Carlson fait un récapitulatif des recherches. Il propose de nouveaux secteurs à explorer et invite, pour la énième fois, tous ceux et celles qui pourraient avoir vu quelque chose, aussi insignifiant que cela puisse paraître, à contacter au plus vite la GRC. La vie du jeune Timpson en dépend peut-être.
En début de soirée, toujours ce 11 juillet, des bénévoles découvrent le corps du garçon dans un bois, situé à une centaine de mètres du lieu de résidence de Sandy Charles. L'enfant gît sur le côté, légèrement recroquevillé sur lui-même. À première vue, on pourrait croire qu'il dort. Mais lorsque les bénévoles le retournent, ils sont frappés d'horreur. Le visage de l'enfant, où pullulent déjà les asticots, présente des marques d'une extrême violence. Il ne fait aucun doute que Jonathan Timson a été assassiné. L'autopsie révélera que l'enfant a eu la gorge tranchée et le crâne fracassé à l'aide d'un objet contondant. Son agresseur a aussi utilisé un outil tranchant pour l'amputer de 7 bandes de chair de plusieurs centimètres de long, prélevées à même les jambes, l'abdomen et le dos. La nouvelle choque la communauté. C'est la consternation à la ronge. Personne n'ose croire qu'un des leurs puisse être responsable d'une telle abomination. Au poste de la GRC, l'affaire Jonathan Timson, qui avait commencé comme une simple disparition d'enfant, vient de se muer en meurtre. Pour l'agent Carlson, la découverte du corps du jeune Timson, si près de la maison de Sandy Charles, n'est certainement pas un hasard. Le 12 juillet, Sandy Charles et son ami William Martin sont amenés au poste de la GRC pour interrogatoire. Au début, les enfants nient leur implication. Enfin, ils passent aux aveux. Ils reconnaissent avoir assassiné le jeune Timson. Avec un aplomb déconcertant, Sandy Charles raconte dans les moindres détails les circonstances du crime. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le 8 juillet, en fin d'après-midi, Sandy Charles et son ami William Martin ont invité le jeune Timson à venir jouer au baseball derrière chez lui. Puis, à un moment donné, il a frappé la balle de manière à l'envoyer dans les bois. Il a demandé à Timson de l'aider à la retrouver. C'est là, près d'un rocher, où il avait dissimulé préalablement un couteau, qu'il s'est jeté sur Timson. Pendant qu'il essayait de l'étrangler, son complice l'a empoigné aux jambes pour l'immobiliser. Le gamin est finalement tombé à la renverse. C'est à cet instant qu'il s'est saisi du couteau pour en asséner plusieurs coups à Timson, d'abord à la gorge, puis à la tête. Sa frénésie ne s'est arrêtée que lorsque la lame s'est brisée dans l'orbite gauche de sa victime. Pour s'assurer que Timson était bien mort, il l'a achevé en lui fracassant le crâne avec une pierre et une bouteille. Une fois le crime consommé, Martin et lui sont allés chercher des pinces de cuisine et un autre couteau, avec lequel ils ont amputé le cadavre de 7 bandes de chair de 7 cm de large par 10 cm de long. Des reliques qu'ils ont déposées dans une boîte de conserve vide. 2 jours plus tard, ils sont retournés sur les lieux du crime et ont traîné le corps sur une centaine de mètres pour l'abandonner dans les fourrés. En entendant le récit de l'adolescent, l'agent Carlson est horrifié. Pourquoi? Pourquoi cette violence? Les raisons de l'adolescent sont aussi étonnantes que son crime. Sandy Charles explique qu'il croit en effet à la magie et au surnaturel, qu'il est persuadé qu'en sacrifiant un enfant non baptisé et en buvant ses graisses corporelles fondues, il pourra hériter du pouvoir de voler. Ce scénario, il l'a emprunté à son film fétiche Warlock. Dans cette production de 1991, mettant en vedette le regretté Julian Sands, un sorcier, le Warlock, acquiert le pouvoir de voler en consommant les chairs d'un enfant non baptisé.
Charles est aussi convaincu du retour prochain du diable et que le sacrifice du jeune Timson, outre de lui donner le pouvoir de voler, pourrait bien le placer dans les bonnes grâces du maître des enfers. Sur la foi de ses aveux, les enquêteurs obtiennent un mandat et procèdent à une perquisition au domicile de l'adolescent. Ils y découvrent le couteau et les pinces qui ont servi à mutiler le cadavre. Ils y trouvent aussi la boîte de conserve contenant les chairs maintenant fondues du jeune Timson. Sandy Charles dira plus tard ne pas les avoir bues parce que cela sentait trop mauvais. De retour aux locaux de la GRC, Charles est formellement accusé du meurtre du petit Jonathan Timson. Quant au jeune William Martin, son complice, il échappe à l'inculpation à cause de son jeune âge. Il est déféré aux services sociaux de la province. Dans l'attente d'être pris en charge par le système judiciaire pour l'assassinat de Jonathan Timson, Sandy Charles est incarcéré à La Ronge. La nouvelle de son arrestation voyage à la vitesse grand V. À travers tout le Canada, les journaux se font l'écho de ce meurtre révoltant. On questionne l'invraisemblable. On cherche à expliquer l'inexplicable, à comprendre l'incompréhensible. On veut savoir qui est Sandy Charles. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Sandy Charles voit le jour le 6 juillet 1981 à La Ronge. Il est le premier-né de Jean Charles, une jeune Cree célibataire de 17 ans. Son père biologique, Stan Taylor, est absent. Les premières années de sa vie, Sandy les passe avec sa mère et ses grands-parents maternels dans une cabane familiale au nord de La Ronge. Il y demeure jusqu'à l'âge de 5 ans. Pour son inscription à l'école publique, sa mère décide de s'installer à La Ronge. Au cours des années qui suivent, cette dernière donne naissance à un autre garçon et à une fille. Une expansion qui n'a rien pour aider la situation économique déjà difficile de la famille. Pour joindre les deux bouts, Jean Charles passe de petit boulot en petit boulot, parfois cuisinière, parfois serveuse. Très tôt, Sandy est initiée au b.a.-ba du babysitting. C'est lui qui veille sur ses cadets en l'absence de sa mère. Jusqu'à l'âge de 13 ans, Sandy Charles demeure un enfant à peu près comme les autres. Il a des amis, fait un peu de sport et joue aux jeux vidéo. Il se déniche même un boulot de camelot. Puis, peu à peu, il commence à changer. Il se referme sur lui-même, devient introverti, s'isolant chaque jour davantage. Il laisse bientôt tomber sa livraison de journaux et ses camarades de jeu. Ses seuls compagnons sont, curieusement, 2 ou 3 gamins du voisinage, d'ailleurs beaucoup plus jeunes que lui, dont le petit William Martin. C'est à peu près à cette époque qu'il commence à entendre des voix. Il est convaincu que des esprits habitent sa chambre et que ces êtres désincarnés cherchent à l'influencer. Parallèlement à ses visites d'outre-tombe, il se découvre un intérêt pour les films d'horreur et flirte avec l'occultisme. Il se procure même une planchette Ouija. Il passe de longues heures isolé dans le noir. Il rumine des idées de suicide, mais, là encore, d'invisibles entités le dissuadent apparemment de passer à l'acte. Il se plaint de maux de tête récurrents. Il demande à sa mère une Bible et l'interroge sur la signification du mot « rituel ». Puis, il voit le film Warlock, un film d'horreur de série B signé Steve Miner. Dans le film, un sorcier, le Warlock, acquiert le pouvoir de voler
en consommant les chairs fondues d'un enfant non baptisé. Pour Sandy Charles, cet invraisemblable scénario s'impose bientôt comme une réalité en devenir. À l'instar du Warlock, il doit lui aussi sacrifier un enfant vierge et non baptisé. C'est du moins ce que lui soufflent ces voix de l'au-delà. Dans les jours qui précèdent le meurtre du jeune Timpson, il regarde à satiété son film fétiche et sa suite, Warlock 2, l'Armageddon. Le 8 juillet 1995, Sandy Charles profite de l'absence de sa mère pour inviter le jeune Jonathan Timpson à venir jouer au baseball derrière chez lui. Pour l'adolescent qui vient à peine de fêter ses 14 ans depuis 2 jours seulement, l'heure du rituel a sonné. Au lendemain de son arrestation pour l'assassinat du jeune Timpson, Sandy Charles est transféré à Saskatoon, où il devra répondre de son crime. Comme il avait 14 ans au moment du meurtre, il est déféré devant un tribunal pour adultes. S'il est reconnu coupable, il pourrait bien écoper d'une sentence d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 5 à 10 ans, la sentence maximale en pareille circonstance. Déjà à ce stade, les preuves sont accablantes et la défense elle-même reconnaît qu'il serait vain de contester les faits. L'avocat de Sandy Charles, maître Barry Senior, entend plutôt démontrer que Sandy Charles n'était pas responsable de ses actes au moment d'assassiner le petit Jonathan Timpson. Ce sont les films d'horreur et l'occultisme qui auraient mené l'adolescent à la psychose. C'est en juin 1996 que s'ouvre à Saskatoon le procès de Sandy Charles, accusé du meurtre du petit Jonathan Timpson. Dans le box des accusés, l'adolescent, qui a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale, semble se désintéresser de ce qui lui arrive. Le menton sur la poitrine, il feint de dormir ou bâille pour exprimer son ennui. De temps à autre, il tambourine sur le mur avec ses doigts et fait crisser ses longs ongles contre la paroi, ce qui lui attire les foudres de son avocat et des policiers qui le gardent. Son avocat tente de mettre en perspective la psychologie de son client. Son enfance a été misérable. D'abord, ses longues années d'isolement en forêt au nord de la Ronge. Le déménagement de sa famille en ville n'a rien changé. La promiscuité et la pauvreté sont demeurées son lot quotidien. Cette situation a rendu le jeune Sandy vulnérable aux influences extérieures. Son attrait pour les films d'horreur et l'occulte a fini par avoir raison de sa santé mentale. Le film Warlock a été pour Sandy Charles un passeport pour la folie. Appelé à la barre comme expert, le docteur Robert Woodhill, un psychiatre de Toronto, soutient incidemment que Sandy Charles souffrait de schizophrénie au moment du meurtre. Maître Senior essaie aussi de minimiser l'implication de son client. Au dire de l'adolescent, c'est son complice de 8 ans, William Martin, qui aurait imaginé tout ce scénario surnaturel. Le gamin aurait même proposé à Sandy Charles de retirer et manger le cœur de leur victime pour accroître leur pouvoir magique. À l'issue des plaidoiries, le juge Jerry Albright déclare Sandy Charles criminellement irresponsable pour cause de déficience mentale. L'adolescent est envoyé à l'Institut psychiatrique de North Battleford en Saskatchewan. Mais l'assassin ne semble pas prêt de s'amender. Le 30 mars 1998, Sandy Charles profite d'un moment d'inattention de ses gardiens pour prendre la clé des champs. Pendant de longues heures, les services de police sont en alerte. L'adolescent est finalement capturé près de Saskatoon et reconduit à North Battleford. La nouvelle de son évasion fait des remous.
On demande à ce que la sécurité de l'établissement psychiatrique soit resserrée. En novembre, les autorités de North Battleford autorisent Sandy Charles à de nouvelles sorties dans la cour de l'institution, à condition de porter à la cheville un appareil permettant en tout temps de le localiser par satellite. Un communiqué de la police décrit alors Charles, maintenant âgé de 17 ans, comme extrêmement dangereux. Peu après son évasion, Sandy Charles est transféré au Centre régional de psychiatrie à Saskatoon, un centre d'internement à sécurité maximum pour les criminels souffrant de troubles mentaux. En juin 2000, Sandy Charles se retrouve devant le juge, cette fois pour une agression contre un infirmier. Il est condamné à 1 jour d'isolement. En 2013, il demande à la Cour provinciale d'être transféré de nouveau à l'Institut psychiatrique de North Battleford. Il explique travailler sur ses troubles d'agressivité et considère que l'Institut de North Battleford offre un cadre mieux adapté à ses problèmes que le centre de Saskatoon. Sa demande est acceptée. Mais, après 1 mois dans ses nouveaux quartiers, Sandy Charles est ramené au centre de Saskatoon. Les raisons de ce renvoi restent nébuleuses. Sandy Charles est toujours détenu au Centre régional de psychiatrie de Saskatoon. Lorsque les croyances dans le surnaturel dérapent, les conséquences peuvent être mortelles. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.